une production du Studio SF. Bienvenue au podcast Upica, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, je reçois Jean-Simon Desgagnés et Marc-Alexandre Dulude. Jean-Simon, qui est un coureur olympique, qui est allé aux derniers Olympiques à Paris, aux 3000 mètres steeplechase, que j'avais déjà reçu par le passé, mais de l'histoire du podcast Upica, c'est le seul épisode que j'ai perdu. J'ai délité la track audio et j'avais juste le vidéo dans le fond, puis on a tout juste scrappé le podcast. Ça m'avait fait vraiment de la peine parce que Jean-Simon, c'est un super épisode en fait, puis Jean-Simon, c'est un super type. Mais là, Marc-Alexandre m'a écrit en fait parce que il a fait... Lui, c'est un vidéaste, un ami de longue date de Jean-Simon qui est vidéaste dans la vie. Et il a fait un documentaire qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Comme pas deux, c'est ça, le nom du docu, qui suit Jean-Simon dans l'année olympique qui a mené aux Olympiques de Paris. Et il m'a écrit en disant hey, « ce serait cool qu'on puisse venir parler sur le podcast. » Puis moi, ça faisait aussi une occasion de reparler avec Jean-Simon sur le podcast. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité. J'ai écouté le documentaire qui est absolument sick. Allez voir ça sur YouTube, ça vaut vraiment la peine. En fait, allez écouter le documentaire. Puis après ça, revenez écouter la conversation parce que vous allez voir, ça vaut... vous allez avoir une meilleure clé de compréhension avec la discussion. Donc, on parle du processus de réalisation de ce docu-là. On parle comment ça s'est fait. On parle des enjeux, en fait, de tourner ce genre de documentaire-là. Parce que quand tu te lances dans un projet comme ça, je le sais, avec Upica, on le fait des fois, tu sais jamais quel va être le dénouement. Parce que, je veux dire, si l'idée, c'est de faire on suit Jean-Simon jusqu'aux Olympiques, bien, il faut toujours bien qu'il y aille. Puis il y a plein d'affaires qui peuvent se passer pour ne pas que ça arrive. Donc, je vous laisse, en fait, vous savez le dénouement. Vous savez que Jean-Simon est allé aux Olympiques. Mais je vous laisse écouter cette conversation-là. C'était vraiment le fun. Merci aux boys. Et j'espère que vous allez entendre parler d'eux plus souvent dans le futur. Sinon, le podcast est présenté par Upica. Upica, c'est votre one-stop shop pour tous vos besoins de nutrition sportive. Allez au upica.ca pour voir notre gamme de produits au complet et utilisez le code promo Upica Podcast pour sauver 10%. Sans plus attendre, bon podcast. Parfait, ça roule. Go. Salut les boys. JS, c'est la deuxième fois qu'on se reçoit sur le podcast. Ouais. Je l'ai jamais dit, je pense, mais t'es le seul podcast de l'histoire de Upica que j'ai perdu. Comme un cap. Puis je me sentais tellement mal parce que le podcast, il était fucking bon. Puis genre, on retraçait toute l'histoire du steeple, on traçait tout ton parcours, man. Fait que premièrement, je suis désolé d'avoir fait perdre ton temps, mais je suis aussi super content qu'on ait une opportunité de te recevoir encore. Et cette fois-là, dans le cadre du documentaire Comme pas deux. Fait que j'ai eu la chance de visualiser. En fait, qui est disponible sur YouTube. Tout le monde, maintenant, vous pouvez aller voir ça. Je vais mettre le lien dans la description. Mais que j'ai eu la chance de checker dans l'avion en revenant de Tucson. Puis que j'ai adoré. Fait que je vais juste lancer les boys. Comment ça a commencé l'idée de ce docu-là? Ben, je pense que je vais laisser Marc faire du pouce un peu là-dessus. Mais tu sais, moi, je pense que ça a parti d'une histoire, d'une amitié puis d'un parcours qui était comme particulier. Puis depuis un peu qu'on se connaît, Marc-Alexandre aime le cinéma, aime les films, puis il en a même fait son travail là, aujourd'hui. Donc, je pense que ça fait longtemps qu'on a quelque chose qui nous trame en arrière la tête de présenter cette mentalité-là. Mais je vais laisser Marc décrire un peu c'est quoi les éléments déclencheurs qui lui ont... mis ça dans la tête. Là. C'est ça, parce que toi, Marc-Alexandre, c'est ta job. Tu fais des films, vous connaissez depuis longtemps, depuis le secondaire 1. Ouais. Fait que toi, l'idée de suivre JS pendant 1 an, c'est comment ça t'est venu? C'est-tu comme juste un projet de cœur, tu t'es dit « Ah là, ça, je veux mettre mon skill dans quelque chose qui me tient vraiment à cœur ». Oui, on pourrait dire même que ça remonte à loin. Là. Je pense que quand on était en secondaire 5 puis JS commençait à faire de l'athlétisme, on le disait à la blague, genre un jour tu vas aller aux Olympiques puis on va être là. T'sais.
Puis c'est arrivé. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pourrais dire ça remonte à loin. Là, moi, j'étais passionné pour des films. Dans le film, on en parle un peu, mais moi et Jess, on faisait des films de ski quand on était en secondaire 2-3 ensemble. Fait que c'était d'autres sports. Sont-ils encore disponibles, ces films de ski? Non, je pense que je les ai mis en privé, mais comme... c'était pas du grand cinéma. Ouais. Fait que c'était filmé à la Faut GoPro. faut pas renier ses origines, là. Non, mais c'était filmé à la GoPro, tu sais, fait que... donc GoPro 2, fait que genre même pas en HD, je pense. Fait que ça a commencé de même, puis moi, j'étais comme, j'aime ça faire des films de ski, j'en ai fait, puis un moment donné, c'est devenu mon travail, tu sais, par la bande. Puis, ben c'est ça, en début 2023, c'est peut-être là que l'idée s'est concrétisée. Pour vrai, JS a fini 8e au championnat du monde à Budapest. Puis là, tout le monde était comme, OK, les jeux, ça devient vraiment réel. Tu sais, même une finale aux Olympiques, il a réussi à bien terminer dans une finale au championnat du monde, tu sais, avec le même pool de gens qui va être au JO. Fait que j'étais comme, c'est maintenant ou jamais. Tu sais, faut pas attendre après une bénédiction de Dieu ou genre qu'une équipe un distributeur vienne nous appeler pour dire, hey, on fait le film. Nous, on était comme, on fait le film, puis après, on verra qu'est-ce qu'on fait avec. Tu sais. Ouais. Fait qu'on a commencé à filmer comme peut-être sans but précis, peut-être juste de documenter puis de figure out en fonction de la saison qu'est-ce qu'on allait vouloir dire avec ça, puis c'est quoi le message qu'on voulait porter. Fait que c'est un peu parti comme ça. Ouais. Puis c'est quand même toujours touché de faire un film où est-ce que la finale est pas claire, tu sais, pas déjà écrite d'avance, là. Fait que JS, toi, je suis curieux de t'entendre quand ce projet-là prend forme, puis que là, finalement, tu sais que l'aboutissement de ce projet-là, dans le meilleur des scénarios, c'est que tu vas au jeu, mais que tu sais quand même qu'aller au jeu, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, là. C'est pas un enjeu tu sais, c'est pas genre n'importe qui connaît un petit peu là, ce domaine-là sait qu'aller au jeu en soi, c'est extraordinaire. Fait que, tu sais, le monde, ils voient le monde performer au jeu puis ils prennent ça pour acquis, mais juste s'y rendre, c'est compliqué. Fait que toi, quand, mettons, ce documentaire-là commence, est-ce que c'est de la pression de plus ou est-ce que c'est de la motivation de plus? Ben, c'est sûr que c'est de la motivation dans le sens que, comme je le dis à Mané dans le film, je pense que je pouvais pas manquer mon coup, tu sais, je pouvais pas manquer ma chance. Puis, je pense qu'on le montre tout au long que c'est pas une histoire d'hasard ou c'est pas une histoire de chance, ce succès-là. C'est le travail, c'est l'entraînement acharné, puis ça c'est bien montré dans le film. Puis après ça, je pense que l'histoire, le couronnement de l'histoire est encore plus beau parce que le résultat a été atteint. Mais après ça, c'est ce qui fait la beauté du documentaire. C'est que c'est pas nécessairement un parcours qui était tracé. Il y a des blessures, il y a des championnats U-Sport. Il y a plein de choses qui sont différentes de n'importe quel parcours olympique. Puis je pense que c'est ce qui rend ça totalement authentique. Puis on le voit à la fin avec tous les amis, les coachs, les entraîneurs qui sont là pour me supporter. Puis je pense que cette gang-là, que j'ai été à Paris ou que j'ai juste été au championnat canadien, peu importe, il aurait été là. Puis c'est ce qui fait la beauté de cette réalité-là. Ouais. Parce que, justement, plongeons un petit peu dans le docu puis dans le chemin parcouru comme tel dans cette année-là. Moi, pour avoir fait le même genre de saison, là, c'est-à-dire de nager universitaire, faire les championnats U-Sport, une année olympique, fait que la sélection olympique, dans notre cas, à nous, c'était pas longtemps après les U-Sports. Je pense qu'en athlétisme, c'est un petit peu plus décalé. Nous, c'était comme un mois et demi après les nous, U-Sports. c'est l'été, là, fait que c'est complètement des saisons distinctes. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs enjeux là-dedans. Il y a l'enjeu, premièrement, d'aller à l'école. Fait que ça, c'est déjà un point extrêmement particulier de ton parcours à toi, puis que je pense qu'il est bien exprimé dans le docu. Mais la plupart du temps, les gens s'il y a du monde qui vont à l'université en même temps qu'aller aux Olympiques, ils vont en art du cinéma ou ils font un major en genre de sciences politiques ou tu sais, je dis pas que c'est des... Ben, en fait, oui, ce que je dis, c'est que c'est des bacs plus faciles. Je l'ai fait en littérature, je sais que c'est pas de la médecine, là. Mais rares sont ceux qui font médecine et olympique. Fait que déjà là, tu as un enjeu clair. Au niveau de l'horaire, c'était quoi? C'était combien de temps tu allais à l'école et tu faisais tes stages dans une semaine? Ben, tu sais, typiquement, moi, mes années, comment ça fonctionne, c'est que de septembre à mars, je suis en stage à temps plein. Là, donc, autant pendant la saison universitaire que
que l'hiver, je suis à l'hôpital, tu sais, de 8h à plus ou moins, tu sais, 17h30, là, Ouais, tu sais, tous qui est les souvent... tous les jours de la semaine. Tous les jours, là, qui est souvent approximatif. Des fois, on a la chance de finir un peu plus tôt, mais des fois, ça finit De aussi 8h à 18h30. à plus 17h, 17h30, mais des fois, ça peut être 18h30, tu sais, dans le sens que comment que ça marche en médecine, c'est tu pars quand que la job est finie. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été une charge, je pense, mentale surtout. Mais c'est là, tu sais, énorme, là, c'est de énorme. faire ça. Puis de marier ça avec l'entraînement, ça l'a demandé, je pense, de l'adaptation autant de ma part puis de mon entraîneur. Tu sais, combien de fois on a fait des trainings, je sais pas moi, 6 heures au centre de glace, que Marc arrivait sur des plages publiques. Tu sais, t'as du monde que, tout comme moi, ils venaient de finir leur journée de travail, tu sais, puis ils allaient faire leur jogging, puis moi, j'arrivais là, puis je vais faire, je sais pas, 8 fois 1 kilo en 2,45. On en voyait d'ailleurs dans le docu, tu sais, des séances où est-ce que t'es à bloc sur l'anneau de glace, puis là, t'as comme des madames qui marchent à côté, là, qui font du c'est ça. power walk. Là. Mais je pense que c'est la beauté, tu sais, de notre sport, c'est que tu peux faire ça autour de tout le monde. Ouais. On verra pas ça, tu sais, au hockey, un joueur du Canadien qui va pratiquer à côté d'un gars dans une ligue de bière, là. Fait que je trouve que c'est ce qui montre l'accessibilité puis l'humanité de tout ça. Puis justement, mon année était designée de cette façon-là, que l'hiver, ça allait être un gros coup à donner. Ça allait être des saisons qui, oui, étaient importantes en termes de sport, mais ça reste que c'est pas non plus le moment où je veux être à 110, 120%. Puis après ça, quand qu'arrive la fin des stages, tu sais, c'est comme un espèce de poids qui s'en va, une libération. Puis là, on part en camp d'entraînement, je mets les bouchées doubles. Puis là, j'ai cette espèce d'argne-là de m'entraîner puis de consommer tout le temps que j'ai pour devenir meilleur. Fait que, tu sais, oui, je pense que l'hiver, c'est un gros coup à donner, puis c'est sûr. Mais après ça, quand arrive l'été, on dirait que j'ai une espèce de boost de savoir que Tu dis, Chris, j'ai donc du ça. temps dans une semaine. Ouais, là, c'est ça. Tu sais, surtout du temps pour me reposer, récupérer, c'est ça. Ouais. Puis c'est après ça, tu te dis, bon, ben, je vais-tu les faire, mes étirements, aujourd'hui? Puis je vais être comme, hey, j'ai passé 50 heures à l'hôpital, je suis capable de m'entraîner. Là, tu sais, là, je suis athlète à temps plein. Là, j'ai le temps de faire 30-40 minutes d'étirement. Ma renfort, mon renforcement. Là, ouais. Fait que des fois, ça me passe en arrière de la tête. Je suis comme, bon, OK, là, tu sais, let's go. Là. Ouais. Toi, Marc, quand tu le suis comme ça dans ces journées-là, est-ce que tu fais. C'est quoi ton. Comment tu vois ça, mettons, sa charge de travail, puis comment est-ce que tu vois après ça la réalité d'accomplir l'objectif? Là? Mais la charge est vraiment crazy. Là. Il n'y a pas de doute. Là. Je pense qu'on a essayé de bien le représenter avec le film. Pour vrai, c'est un peu surréaliste. Là. Je l'ai vu genre à bout de souffle, là, genre à plusieurs reprises. On voulait pas non plus juste montrer ça dans le documentaire. Fait que il y a beaucoup de parties qui est tournée vers le plaisir parce que je pense que la majorité du temps, JS est dans le plaisir. Ouais. Fait qu'on voulait représenter ce côté-là, mais comme tout le monde il est humain, puis il y a des journées que ça tente sûrement au pas. Bout là, du rouleau, là. d'aller Tu veux faire- pas le montrer au bout du rouleau dans une séance de tempo, là. C'est genre. Ouais, même au début de la saison, au cross, il y a une shot qui a pas fait de la cote, mais qui est dans un reel, puis là, t'es comme genre, hey, je suis fatigué, là. Je suis comme, il est blanc, là. Genre, il a de l'air à bout, là. Fait que. Mais le rythme était effréné. C'est sûr que moi, mettons, je l'ai peu suivi dans la partie scolaire, pour des raisons évidentes, que. On va pas l'engorger le système de santé, ils ont déjà assez de misère. Fait que on va laisser désengorger, tu sais. Fait que il y a cette partie-là qui était plus pré-planifiée, là, tu sais. Fait que pour la magie du cinéma, tu sais, ça a comme été tourné dans un bloc à part puis tout d'une shot, là. Fait que une journée à l'hôpital, on a tourné plein de banques d'images. Je comprends. Fait que moi, j'ai vraiment vu la partie de training surtout, mais comme Jess disait, des fois, on se rejoignait à 6 heures après. Moi, je finissais de tourner, lui, il finissait de travailler, puis genre, on repartait pour un autre bloc au centre de glace. Fait que c'est fou, la ça. charge était colossale quand même. Puis, tu sais, dans un projet comme ça, là, si tu veux vraiment suivre tout, faut que c'est ambitieux quand même, dans le sens où il y a des camps d'entraînement, il y a des voyages, faut que tu ailles en France, faut que tu ailles à Flagstaff, faut que tu ailles. Toi, tu t'embarques là-dedans, puis tu te dis, let's go, coûte que coûte, on le fait, on le suit, on s'en va en camp d'entraînement, on filme ça, on documente ça. Ben, tout au long du processus, je pense que ce que je me suis dit, c'est genre, peu importe ce qui arrive, tu sais, on est amis depuis l'enfance. Fait que j'étais comme. Tu sais, que ce film-là sorte jamais ou genre que tous les scénarios possibles, je me dis, au pire, on va avoir genre des souvenirs pour la vie, tu sais. Ouais. Fait que je pense que j'ai jamais vu autant de JS qu'en 2024, chose qui est drôle, puis ça aurait été supposé être l'année que je l'aurais moins vu, tu sais, avec les JO pour la préparation. Ouais. Mais finalement, ça a été l'année qu'on a le plus chillé ensemble dans les 10 dernières années. Non, peut-être pas 10, mais comme 7 dernières années, genre.
Fait que, ouais, moi, je me suis embarqué là-dedans. J'étais comme, let's go, je vais aller découvrir l'athlétisme. C'est quand même Puis, nice, là. Ouais, puis c'était toute une expérience à vivre, là. Fait que JS veut renchérir. Je te passe le micro. Puis, tu sais, pour l'anecdote, on sait le sport de haut niveau, c'est pas non plus tracé, tu sais, genre, bon, Marc, dans 3 mois, je vais être à la Diamond League de Paris. Tu sais, c'est pas Ouais. comme ça que ça marche. Des fois, Exact. c'est comme, ben, on va le savoir 2-3 jours avant parce qu'il faut avoir une ligne, il faut que l'agent confirme. Fait que, tu sais, il y a eu des histoires que, comme, entre autres pour Paris, la Diamond League, on venait d'être au championnat canadien à Montréal toute la fin de semaine. Puis je pense que le mardi soir, j'appelle Marc, je dis, hey, finalement, avec mon résultat au Canadien, j'ai une place sur la ligne de départ. Il dit, OK, il a acheté son billet, puis tu sais, on prenait l'avion pour partir. Fait qu'il y a des histoires comme ça qui montrent à quel point, tu sais, Marc, il était All in. là. all-in, puis comme, tu sais, il n'y avait pas de réflexion à se dire, il partait. Après ça, quand on est allé à Stockholm aussi, je me rappelle, on arrive là, on fait la Diamond League à Stockholm. Marc, il y avait un tournage à réviser qui se passait à Québec avec du décalage dans l'aéroport, tu sais, à 3-4 heures du matin. On a vraiment Aïe, aïe. des anecdotes qui montrent que, tu sais, la vie n'arrêtait pas non plus autour de ça, autant Ouais. pour ma part que Marc, qui avait quand même une compagnie à gérer. Fait que, tu sais, d'avoir ça, je pense, tous les deux ensemble, c'était comme un moment un peu... Oui, on travaillait, moi, je voulais performer, Marc filmait, mais après ça, tu sais, il y avait on s'évadait, puis tu sais, on était en chum, puis on tripait, puis Ça c'était fait partie quelque chose de beau, l'aventure là. aussi. Là. Vraiment, vraiment. Ouais, là. très Mhm. cool. Moi, je suis curieux, juste d'un point de vue de performance, là, des turnarounds aussi rapides que ça, là, tu sais, de te rendre à Paris, puis en dedans d'une semaine, là, tu sais, de savoir que tu vas courir à Diamond League, puis après ça, de te déplacer, puis d'y aller. Moi, quand je vais en Europe, ça me prend, 6 jours à revenir du vol, là, tu sais, je veux dire, juste comme... Pardon, juste le red eye de partir le soir. Premièrement, t'es dans un avion, man. Dormir dans un avion, c'est un cauchemar, là. Tu sais, si t'es capable de dormir, tu travailles avec un torticolis. Si t'es pas capable de dormir, tu fais une nuit blanche, genre. C'est aussi simple que ça, là. Fait que comment tu arrimes la performance avec le transport comme ça? Parce que même après ça, je pense que c'était de Flagstaff à Stockholm ou une affaire de même, là, tu sais, peut-être avec un transfert à Québec, mais comment tu réussis à t'assurer de performer? On dirait que moi, j'ai l'impression que si je décide un jour d'aller faire une course en Europe, déjà, juste là à Phoenix là, ou à Tucson, là, je pense que ça m'aurait pris une semaine de plus avant pour bien être comme dans mes affaires, avoir une routine, puis comme... Comment tu fais pour arrimer à la performance à ce genre de truc-là? Là? Ben, je pense que ce qu'on apprend aussi avec l'expérience puis les années, c'est qu'on ne pourra pas tout contrôler. Ouais. Fait que, tu sais, d'accepter que ça se peut que tu sois un peu fatigué, que la veille de la course, tu t'endormes à minuit parce que tu es complètement jet lag. Puis, tu sais, ça, c'est des fois c'est ce que tu apprends avec les années. Que autant il y a des fois que tu as fait des super bons trainings, que tu étais un peu fatigué, puis, tu sais, ça a roulé pareil. Fait qu'un peu de se décrocher de cette espèce d'anxiété-là, que tout vouloir que ce soit parfait, ça, je pense que c'est quelque chose qui t'amène à justement à relaxer puis à baisser ça. Puis, tu sais, après ça, on le fait quand même de façon intelligente. D'habitude, on essaie de voyager, tu sais, 4-5 jours d'avance. Puis, on arrive en Europe. Puis, tu sais, on va pas faire de sieste la première journée pour être capable de dormir le soir. Après ça, il y a toutes sortes de... Ça, c'est plus facile à dire C'est qu'à ça. faire. Là. Ouais, mais, tu Parce sais, que il y a- quand t'arrives, man, pis là, t'es genre, si, man, il reste encore genre 7 heures avant que je me couche, là, Ouais. pis t'as envie de dormir, là. C'est ça. Ouais, mais on se discipline, puis après ça reste que du monde qui ont étudié ça, le décalage horaire. Là. Fait que, tu sais, autant l'exposition à la lumière, fait que nous, tu sais, on essaye de se réveiller le matin, bing, tu vas dehors. Tu sais, tu regardes la lumière. Après ça, une autre technique qu'on s'est fait dire, c'est de manger les repas à l'heure de la place que tu arrives. Fait que, tu sais, c'est pas le temps d'aller souper à 4 heures parce que là, tu vas être tout fucké. Fait que, tu sais, rapidement, on essaye de se mettre sur le beat là. Est-ce que ça fait une différence? Je sais pas, mais du moins, tu sais, on met toutes les chances de notre côté. Fait que ça, c'est une première chose. Puis moi, souvent, ce que j'aime, c'est que, tu sais, quand j'arrive en Europe, ben, OK, je vais partir. Tu sais, on va aller marcher dans la ville. On va aller faire de quoi? C'est pas le temps de rester dans la maison parce que là, c'est là que tu vas Ouais, dormir, c'est ça, tu vas c'est mourir. Fait que, tu sais, pars déjà sur le beat, puis vis un peu comme ça. Puis après ça, tu sais, tu t'ajustes, puis tu fais ton possible. Puis, tu sais, moi, j'ai le dire qu'un bon athlète va être capable de performer dans toutes sortes de situations, tu sais, dans toutes sortes de circonstances, puis va être capable de s'adapter. Puis, tu sais, que tu te fasses annoncer une course une semaine d'avance ou un mois, ben, go for it, puis race, puis il faut que tu sois comme prêt à ça. Là. Ouais. C'était ça que je trouvais le plus impressionnant de... En fait, les meilleurs des meilleurs
vont tout le temps être bons. Michael Phelps, c'était ça en natation. C'était peu importe le meet, peu importe la compétition, peu importe. Est-ce que c'est, tu sais, comme à Beijing, où est-ce que les finales étaient le matin au lieu du soir parce qu'ils viraient l'horaire, ou est-ce que c'était à Rio, où est-ce que là, man, les lits, ils mesurent 5 pieds 10, puis tous les gars sont 6 pieds 2, tu sais. Puis lui, c'était le seul, ou un des seuls, que peu importe c'était quoi la situation, il performait. Puis c'est une marque, j'imagine, des grands athlètes, là. Dans l'avion, tu mets-tu des bas de compression? Ouais, souvent bas de compression. Puis ouais, un autre drôle d'anecdote, je les avais oubliés une fois, puis Marc m'avait prêté les siens parce qu'on lui avait dit achète-toi ça. Il avait dit que c'est ça, tu sais, c'est pas pour les personnes qui font de l'insuffisance veineuse, ça, tu sais. Fait que finalement, il m'avait prêté ses bas de compression qui traînaient dans son sac de film. Mais ouais, typiquement, tu sais, les trucs, moi, dans l'avion, c'est bas de compression. Puis tu sais, j'essaie de me lever là, à chaque heure, et aller marcher un petit peu, se dérouiller, puis tu sais, je prends pas les 6 repas qui nous amènent puis manger toute la nuit. Là. Souvent, je vais dire, je vais prendre le repas, puis là, quand je vais me réveiller, ça va comme être l'équivalent de je pars ma journée là-bas. Fait que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais faut comme que tu contrôles tes pulsions animales puis que tu essaies de te mettre sur le beat de l'Europe le plus rapidement possible. Ouais. Là. Ouais. Puis au niveau du film, c'était quoi le gear que tu traînais dans ces moments-là? C'est tout le temps vidéo légère, juste une cam avec des mics ou... Ouais, c'était une petite FX30, là, fait que pour les plus geeks, une Sony FX30, puis j'avais 3 lenses. Fait que c'est vraiment minimum, là, tout rentrait dans un sac à dos. Puis moi, c'était un peu... Ben, je pense que ça sert aussi la pièce, là. Il y avait genre ce côté-là intimiste. Tu sais, je me serais pas vu débarquer avec un gros setup, surtout que dans cette période-là, chez Galion, on était une période de grosses pubs avec des équipes de 10 personnes, puis genre des gros Kodak, des lenses à 100 000 $. Puis là, je faisais une prod de même, genre, puis le lendemain, j'allais... tout seul avec ma petite caméra. Sur tu te sens crissement plus flexible, crissement plus léger aussi, là? Vraiment, puis je trouve que ça a vraiment bien servi. Tu sais, aussi pour JS, je trouve que c'est moins intimidant. Tu sais, il y avait on gardait notre proximité de la vraie vie, en fait, là, tu sais, avec ce setup-là. Fait que je trouve que ça a vraiment bien servi la pièce. Puis il y a même des shots au iPhone, là, tu sais, aux Jeux Olympiques. Tout est filmé au iPhone. Ouais, parce que vous n'avez pas le droit de rentrer des cams? Non, puis les droits d'auteur, tu sais, les droits pour les images des JO sont hors de prix, là. C'est comme... Ça. On fait... Même pour une grosse entité de production, ça... c'est pas achetable. Là. Fait que le bon vieux iPhone, il surprend. Ouais, puis j'imagine que vous vouliez pas prendre la chance non plus de juste ripper des affaires de YouTube ou de CBC Sport, mettons, puis tu te dis, ils vont pas jamais le flaguer, là. Non, puis tu sais, on avait eu les discussions aussi avec Radio-Canada pour les droits. Fait que tu sais, on fait pas jouer la carte de genre... on le savait pas. Faut payer, genre. Il y a des traces email, comme... Ouais. Ou qu'il y a les prix puis tout, fait que... Non, c'est évidemment... Mais tu sais, quand on filmait le docu, on savait pas encore ça allait être distribué comment, tu sais. Fait que moi, j'étais comme, je vais peut-être réussir à aller trouver de l'argent pour acheter ces droits-là ou faire un deal avec Radio-Can. Fait que j'ai comme filmé avec mon iPhone en mode pour me padder, mais finalement... Thank God, parce que... Il y a pas de deal avec Radio-Can qui existe, là. Non, surtout pas dans les temps actuels, là, tu sais, ils feront pas de cadeaux, fait que... Non, exact. Mais j'ai compris aussi, là, ça coûte cher à acheter là, ces images-là, là, fait que faut qu'ils revoient leur argent un moment donné. Ouais. Mais nous, on l'a fait à notre manière, puis je trouve que ça sert même... On dirait que ça aurait pas fité d'arriver à la fin du film, puis comme des grosses images de TV, genre... Ouais. Moi, il aurait pas fallu en mettre beaucoup, puis si t'en mets pas beaucoup, mais là, tu payes pour pas mettre beaucoup d'images. Là, exact, fait que... c'est ça, je trouve que ça Moi, sert je suis curieux de l'extérieur ou de quelqu'un qui est pas dans ce domaine-là. Les camps d'entraînement, tu sais, à un moment, tu vas à Flagstaff, tu les suis. C'est quoi ton impression des camps d'entraînement? Mais ils se mettent à bout, là. Je pense que c'est ça que j'ai essayé de mettre dans le docu, mais la vibe est vraiment le fun. Là. On dirait un camp de jour pour adultes, là, quasiment. Là. Fait que c'est comme... surtout que là, c'était un camp... La première partie du camp, c'était avec Team Canada. Fait que c'était quand même un peu un camp de luxe, si on veut. T'as un hôtel, il y a un spa, il y a une piscine. Toi, t'étais-tu là aussi avec eux? J'étais au même hôtel qu'eux. Fait que, tu sais, on allait prendre des spas l'après-midi. Puis c'est comme dans un endroit super beau, là, à Flagstaff, où il y a comme un parc national. On arrête, tu sais, dans le cours. C'est un parc national? Un espace protégé. Ben, en tout cas, de la nature. La nature. Dans ce coin-là, c'est la nature. Là, fait que c'est comme... tu sais, c'est un peu un film du Far West. Il y a des montagnes. Fait que c'est super beau. La place est agréable. Puis dans les dessous de Team Canada, ça reste comme des séances d'entraînement normales. Tu sais, c'est comme... Ils se mettent autant à bloc qu'à Québec. Je pense que la récupération est beaucoup plus difficile. Tu sais, mettons, le lendemain, JS est fonctionnel à Québec, mais là...
il serait à Flagstaff, puis il dit dans le film, on dirait que je suis hangover de Ah comme... ouais, à cause de l'altitude, ça. Ouais. Fait que je dirais que c'est comme ça la plus grosse différence. Puis aussi plus de staff, là, tu sais, à Québec, c'est plus minimaliste, mais là, ils vont faire des tests lactates, ils vont analyser votre taux d'hydratation, genre, ils vous donnent des stats le matin sur comme votre sommeil, puis on dirait qu'à Québec... Ça, c'est avec Team Canada, ça. Ouais. Fait que, mais puis aussi, je pense que ça facilite votre vie. Il y a comme tout est à la même place. Fait que, tu sais, le physio est comme dans l'hôtel. Fait que c'est vraiment. Mais je pense que toute l'année, j'ai vraiment été impressionné par le monde de l'athlétisme en général. Tu sais, au-delà du camp, on dirait que moi, les seuls meets que j'avais vus dans ma vie, c'était, tu sais, JS plus jeune en Oregon. J'habitais à Vancouver. Fait que, comme j'allais voir ces meets-là, mais tu sais, il courait 8,50 au steeple. Fait que. C'était pas. Tu sais, il y avait comme 50 personnes, tu sais, dans les estrades. Même chose à Montréal, peut-être à la Classique de Montréal que j'avais vu, mais là, débarquer à Stockholm, qui était comme la première Diamond League que je vivais, puis il y avait 20 000 personnes. C'était un truc pour voir de l'athlétisme, tu sais. J'étais comme. C'est comme aller au Centre Bell, là, tu sais, pour. C'est leur sport un peu national, puis il se passe toujours de quoi, je pense, c'est ça qui m'a plus impressionné, c'est que dans les meets ici, c'était souvent 3-4 épreuves, mais là, c'est comme, OK, il y a Mundo Duplantis qui essaie de battre le record du monde. Après ça, tu as Sarah Hamilton qui lance le poids. C'est ça, en deux vagues de 800 mètres, il y a comme le gars qui fait le saut de la perche. Là, ouais, puis tu sais, t'as du 400 avec comme, tu sais, il y avait le médaillé d'or Quincy Hall qui, tu sais, tout le monde, puis l'année olympique, le monde, là, ils montent leur niveau d'un cran, là, fait que comme, il y avait de la tension, puis c'était vraiment hot. Puis aussi, on peut raconter ça, je pense, comment j'ai eu les accès pour les Diamond League. C'est un bon, bon potin. Je suis intéressé par ça. JS, il me faisait check-in comme coach un peu, genre, pour que j'aie accès. Fait que j'avais accès au bus de. Mais comme support, là, pas coach. Là, genre c'est support. qui ça? C'est mon masso. Ouais, ou genre support mental. Ouais, fait que. Comme un chien de support, émotionnel. Là. Exact, j'avais un petit collier. Là, non. Mais tu sais, fait que j'avais accès aux autobus, genre la Diamond League avec toutes des pros, genre, puis comme. C'est fou, ça. C'était un truc de voir l'ambiance aussi, voir la camaraderie entre les athlètes. Tu sais, JS avec des Français, avec du monde du 3000 steeple, B-Mich qui a gagné cette année le championnat du monde, tu sais. Fait que de juste voir l'échange, c'était vraiment quelque chose de voir comment le sport est rassembleur. Tu sais, au final, ils compétitionnent tout contre, mais avant, je trouve que l'énergie était super positive. Fait que de pouvoir voir les coulisses du sport professionnel, c'était quelque chose de vraiment cool pour ma part. Là. Ben oui, j'imagine. JS, je veux que tu me parles un petit peu du Live High, Train Low, justement. T'en as mentionné, tu l'as mentionné un petit peu, Marc, là, mais... Fait que dans le fond, l'idée, quand vous allez à Flagstaff, c'est de vivre à Flagstaff, de faire les jogs à Flagstaff, de faire le millage à Flagstaff, mais de descendre sa piste pour aller faire de la vitesse plus bas en altitude. Je veux que tu me parles un petit peu de ça. Ouais. Ben, l'idée, là, tu sais, le gros concept de base derrière ça, c'est que à 2200 mètres, tu sais, t'es pas assez adapté, du moins quand on arrive, pour faire des gros entraînements en intensité. Fait que si on faisait tout le hard work en haut, comme on dit, ben, ça dénaturerait trop la mécanique, la vitesse, puis ça deviendrait moins pertinent de faire les entraînements à VO2 max ou de speed à cet endroit-là. Mais ça reste qu'on veut faire tout ce qui est à basse intensité en haut parce que c'est là que les adaptations sont les meilleures. Là. Fait que nous, typiquement, on va descendre 2 fois par semaine. Fait que aller faire nos grosses séances là, à Sedona, ça reste que Sedona, c'est quand même à 900 mètres d'altitude. Là. Fait que c'est pas non plus le niveau de la mer. On le sent quand 900, même. Tu le sens? Oui, quand même. Là, on le sent. Surtout, je trouve, dans les récup, là, les récup sont plus durs, on dirait que tu manques d'air. Fait que nous, c'est ça qu'on fait typiquement. Puis tout le reste va se faire en haut. Puis tranquillement, quand on progresse dans l'adaptation puis dans le training camp, des fois, on va s'en permettre un peu de rester en haut. T'sais, mettons une grosse séance, plus de speed, avec des reps un peu moins longues, ben là, on va dire, OK, on est assez adapté pour être capable de faire des 200 en haut ou des 300. Mais on n'irait jamais faire quelque chose de ultra spécifique, là, de, je sais pas moi, des 1000 mètres, pace 3000 ou des 600 mètres, pace 1500. T'sais, ça, on fera très rarement ça en haut, on va toujours descendre en bas. Donc, le but vraiment, c'est de se dire, ben regarde, nous, notre but, c'est d'aller vite, c'est de courir le plus vite possible. C'est où que ça se passe, ça? Ben c'est pas quand il n'y a pas d'oxygène. Donc, c'est pour ça qu'on va descendre en basse altitude. Mais pour avoir l'adaptation, on fait tout le millage puis le easy work, là, autour de 80% de notre travail en haut à Flagstaff. Ouais. Mais ça, justement, dans le documentaire, vous en parlez un peu, mais la récupération, parce que les easy runs, automatiquement, deviennent plus si easy que ça. Là, juste pour moi, je suis déjà allé c'est quoi l'émission des petits bonhommes, là? Les petits bonhommes c'est avec Kenny, là.
South Park. Park, ok. South Park, la ville où est-ce que South Park est tiré, c'est genre au Colorado, mais Ok. comme dans dans le haut, là, Ok. genre 3200 mètres d'altitude. Là. Puis on Ok. est allé là une semaine avec ma blonde et ma soeur. OK. Puis tu sors jogger, Ouais. t'es dead là, tout de suite. Là, tu cours lent, puis tes pulsations sont hautes, puis tu manques d'air. Là, tu sais. Fait que juste les easy runs sont déjà vraiment moins easy. Fait qu'après ça, si ton easy run te coûte de quoi, mais là, tu te creuses un trou encore plus pour la C'est récup. ça, Fait que la ouais. récup doit être vraiment le truc principal. Là. Ben, vraiment. Puis, tu sais, c'est. Typiquement, on va ajuster notre pace autour de, je dirais, 10 à 15 secondes du kilomètre plus lent. Tu sais, dans nos easy runs, admettons, ici, je sais pas, je cours autour de 4,10, 4,15. Ben là-bas, je vais peut-être être plus autour de 4,30. Tu sais, Ouais. pour justement favoriser la récupération, puis se dire, ben là, je me creuse pas une tombe dans mon easy run. De plus en plus, on suit justement les battements cardiaques pendant nos courses parce qu'on sait toujours à peu près c'est quoi notre l'équivalent de notre zone 1, tu sais, où est-ce qu'on veut Ouais. être pour nos easy runs. Fait que ça, on s'y fie de plus en plus avec les années. Tu sais, il y a 5-6 ans, ça n'existait pas, ça. Là, tu sais, on regardait pas ça. Fait que ça, c'est une première chose. Puis, je pense que c'est un peu l'accumulation de tout ça. Tu sais, quand tu fais la course en tant que telle, tu te dis, bah, tu sais, je suis capable, mais là, c'est que tu en fais 2-3. Tu vas faire de la muscu. Tu fais ça plein à manier, t'es comme là, c'est comme too much. Là. Moi, souvent, là, je dis qu'autour du jour 10, là, c'est Ouais. comme là que tu atteins un genre de point de non-retour. Tu sais, t'es comme dans le film, je parle du gouffre de l'altitude, là, mais Ouais. tu sais, c'est sorti de même, là, dans le sens que il existe pour vrai. C'est que tu arrives quand même à un moment que tu te dis, OK, je vais-tu m'en sortir, tu sais, Ouais. de là. Puis je me rappelle, je disais à Marc pendant que j'étais là, j'étais comme là, j'ai comme remis mon corps à Félix à 100%. Tu sais, c'est comme I trust you, puis j'espère que je vais en ressortir. Tu sais, on monte les marches, c'est tough. Fait Ouais. que c'est comme s'il y a une genre d'accumulation qui se passe, puis là, à un moment donné, tu sais, autour du jour 15, 16, 20, là, tu redescends en altitude. D'altitude, tu vas sur up, là, tu fais un bon training, puis là, tu te dis, OK, ça a payé, ça marche. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment, tu sais, de toujours flirter avec la ligne, de ralentir, mais pas trop ralentir parce que tu vas avoir tes gains, de bien récupérer, mais savoir que c'est normal que ça soit tough pour finalement sortir de là et dire, OK, là, j'ai bien géré mes affaires. Puis c'est vraiment un art qui demande justement de la sagesse du coach, de la sagesse des athlètes, de la sagesse entre nous, tu sais, parce que des fois, Tom, lui, il aime ça pousser ça dans les long runs. Moi, j'aime ça pousser dans les trainings d'intensité. Charles, il aime ça justement quand on fait des trucs VO2 max. Fait que, tu sais, d'un peu savoir c'est où nos forces puis de s'écouter, là, c'est vraiment un fin équilibre. Puis, tu sais, après ça reste que c'est de la course à pied, puis nous, on aime ça, se crisser les volets. Fait qu'on va là, puis on a mal, puis tu sais, c'est Ouais. trippant, puis on vit avec les conséquences. Là. Ah, ouais. C'est combien de temps ces stages-là d'habitude? Ben, pour avoir des effets optimaux, on veut au moins 21 jours. Là, tu sais, Ouais. c'est ce qui est documenté dans la Fait que si littérature. après le jour 10, tu as l'impression de mourir, il t'en reste quand même un bout. Là. C'est ça, il t'en reste, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais typiquement, on essaye de faire au moins un mois. Là. Tu sais, un Ouais. genre de 28 jours, là, c'est ce qui marche le mieux. Puis, tu sais, je n'ai vu des athlètes qui vont arriver, ils vont pas ajuster leur pace, ils vont faire des gros trainings, puis ça marchera pas. Là. Tu sais, ils Ouais. vont aller dans le gouffre, mais ils sortiront jamais du gouffre. Là. Fait que Ouais. c'est vraiment de bien se gager. Puis, tu sais, t'apprends ça avec les années. Félix, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'il va en altitude, même avant de m'entraîner. Fait que, tu sais, il est capable de bien nous coacher à travers ça. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, oh, crime, j'ai peut-être un petit peu exagéré là, au début de mon training camp, puis tu lèves un peu la patte. Là. Fait que c'est vraiment un art, je dirais, l'altitude, si tu veux vraiment optimiser tes gains. Ouais. Je me rappelle, encore une fois, pour renommer Michael Phelps dans le podcast, avant 2008, il était allé 3 mois au Colorado, puis il était allé tout de suite du Colorado jusqu'à Beijing. Puis pendant le dernier mois de son training camp en altitude au Colorado, il avait inversé son horaire pour être à l'horaire qu'il allait être à Beijing. Puis là, tu te dis, c'est un autre niveau de commitment, là, partir 3 mois, man, en altitude, vivre comme un moine, puis après ça, renverser ton horaire quand t'es en altitude, c'est genre, comment tu gardes le fun, tu sais, dans tout ça. Puis le fun, c'est un bon point dans votre docu que je trouve qui est crissement intéressant, de garder le fun dans le processus. Marc, je suis curieux de t'entendre sur la place que tu voulais que tu voulais donner à cet aspect-là de JS, à l'aspect de garder le plaisir. Tu sais, il y a toute la séquence autour du ski. Moi, quand que je faisais de la natation puis que je m'entraînais pour les essais olympiques, j'ai arrêté de faire du ski pendant 5 ans. J'ai arrêté de faire du snow parce que je me disais, je mets tellement de temps, je mets tellement d'efforts
que là, si je me blesse, toutes les raisons que vous expliquez dans le docu, si je me blesse, man, je suis fuck, je vais m'en vouloir, tu sais. Mais au final, ça fait que tu fais juste penser à la natation. Puis qu'à un moment donné, si moi, la natation allait plus, si j'avais des mauvais trainings, ben j'avais rien d'autre sur quoi me raccrocher. J'avais plus d'autres hobbies, mettons. Fait que je suis curieux de savoir c'était quoi la place que tu voulais donner à cet aspect-là du parcours de JS? Il n'y avait aucun doute dès le début que c'était un peu le fun allait être quand même au premier plan. Là. Je pense que JS... Dès le premier plan, littéralement. Ouais, là, exact. Mais tu sais, JS, dans notre groupe d'amis, c'est un peu le bout en train. Là, si JS vient super avec nous, c'est comme on va avoir du fun. Là. Fait que pour moi, puis j'ai toujours vu dans cet équilibre-là, puis je pense que le monde était surpris aussi de... Peut-être quand t'étais moins médiatisé à l'époque, ou genre de te rencontrer en vrai, puis d'être comme... genre, des fois, on va au resto, puis le monde sont comme... Tu soupes au resto entre amis de vendredi, genre. Puis là, t'es comme... Il est comme, ouais, j'ai une vie, genre... Je suis un être humain, là. Fait que, tu sais, je pense que cet aspect-là de JS, de comme... Oui, il excelle dans deux trucs que peu de gens réussissent à exceller en un ou l'autre, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'il y a une partie de la recette qui est comme... Il s'arrête pas de vivre non plus pour autant. Tu sais, je pense qu'il fait beaucoup de sacrifices, mais... Puis même, tu sais, avant les meets, il y a moyen d'avoir du fun sans non plus aller... tu sais, on va pas faire le tour de Paris à pied, puis genre... mais on va quand même, genre, peut-être aller, tu sais, prendre des vélos, genre, aller en métro, aller à un musée, tu sais, puis découvrir d'autres trucs. Ou genre, la veille de la race, on va aller dans un bon resto. Tu sais, pas obligé d'être dans sa chambre. On fait souvent en train de lire la Bible, tu sais, puis en train de méditer pour comme la veille. Genre les pieds dans les airs dans son lit à écouter de la musique méditative, puis comme essayer de visualiser sa course, là. Puis à Ça, chaque... c'est le meilleur moyen de se mettre de la pression qui est comme... Puis sûrement pour d'autres gens, ça marche s'ils ont besoin de se grounder plus. Mais tu sais, on parlait de l'altitude juste avant, mais je pense qu'il y a une partie de ces camps-là d'altitude que les gars réussissent à sortir du gouffre à cause de cet aspect-là, le fun, tu sais. Je pense que, genre, ça déconne tout le temps. Oui, mais ils finissent leur rep aussi, tu sais. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, soit que le monde se dit, soit que t'es genre un moine pour exceller, ou soit que t'es genre... Sur le party, non, ben, ouais. pas sur le party, mais juste comme le plaisir passe en premier, tu sais. Mais je pense qu'il y a un juste milieu à avoir, tu sais. Puis, ben, Jean-Simon est la preuve, là. Tu as réussi à exceller dans les deux disciplines en ayant du plaisir, en ayant le sourire. Fait que... La balance, pour toi, à quel point c'est capital dans ta performance, mais aussi juste dans ta santé mentale? Ben, pour vrai, je pense que c'est central. Là. À quel point c'est capital, ben, c'est tout. Là. C'est Puis, tout. puis de façon anecdotique, le film a failli s'appeler The Impossible Balance of Excellence, je pense. Ouais. Balancing Act of Excellence. Fait que C'est sûr, ça roule un petit peu moins en bouche. Ouais, c'est ça. Fait que ça montre à quel point, depuis le début, on veut mettre l'accent sur ça, sur cette balance-là. Puis on parle beaucoup de la balance sport-études, mais je pense qu'il y a aussi la balance, plaisir, amitié, qui est centrale aussi dans le documentaire. C'est pas une balance qui a seulement deux poids. Il y a toutes sortes de sphères autour, je pense. Puis c'est ce qui fait que c'est important. Puis moi, je le dis souvent qu'après ça, des performances pour les faire, oui, il faut de l'entraînement, oui, il faut du dévouement, il faut de la passion, mais je pense qu'il y a une touche de magie que des fois, genre, on contrôle pas. Puis de où elle vient, cette touche de magie-là? Ben, elle vient de la personnalité de chacun. Moi, ma personnalité, elle va être justement dans les amitiés, dans le plaisir. Il y en a qui va être dans leur dévouement, dans leur connaissance précise du sport. Il y en a qui va être dans leur croyances, je sais pas moi, dans des superstitions. Fait que je pense que dans le sport, à un moment donné, pour atteindre un niveau, il y a une petite touche de magie que tu vas chercher puis que tu te fais des accroires à toi-même puis tu te dis, crème, moi, c'est ça qui me fait rouler puis je suis en confiance avec ça. Fait que c'est vraiment central puis je pense que c'est important. Puis aussi, moi, je veux pas arriver à je sais pas, 32, 35 ans quand je vais finir ma carrière puis me dire, bon, là, je commence à vivre. Ça, je vais avoir l'impression que je vais pas avoir été vrai avec moi-même. Puis mon but, c'est de me rappeler de cette carrière-là, oui, pour les résultats, mais aussi, comme je le dis dans le film, à quel point cette année-là est mémorable pour les émotions que j'ai vécues avec le monde, avec mes amis. Puis ça, je pense que c'est un des regrets que je veux pas avoir. Ouais, ben écoute, man, tu fais bien parce que effectivement que
honnêtement, moi, je le dis avec du recul maintenant, mais le sport de haut niveau, c'est les meilleures années de ma vie, là, tu sais, encore aujourd'hui, puis j'ai des bonnes années encore que je vis maintenant, là, mais comme juste d'aller en camp d'entraînement avec du monde pour te crisser à bloc, puis avoir absolument rien d'autre à faire que de te crisser à bloc, puis après ça, de chiller avec tes amis à l'hôtel, c'est quand même vraiment nice. C'est quelque chose que tu revis pas après ou que tu peux pas revivre après, même si j'arrive d'une semaine avec tous des adultes qu'on a fait essentiellement ça. Fait que tu peux, j'imagine, le recréer après, mais quand même. Puis une des affaires que les gens qui écoutent le podcast, qui sont un peu des gens comme moi, qui sont maintenant vraiment des athlètes amateurs qui s'entraînent sérieusement, mettons, on a tendance à faire des sacrifices qui, au final, sont pas essentiels. Parce que moi, je me dis souvent, hey, je suis pas un athlète professionnel, mais même les athlètes professionnels peuvent faire ce genre de choix-là d'aller faire du ski, par exemple, en pleine vacances de Noël de l'année olympique. Ouais. Ben, je pense que l'important à travers tout ça, autant comme athlète professionnel que comme athlète amateur, c'est d'être conséquent puis d'être intelligent. C'est sûr que je n'irai pas faire du ski au mois de juin, un mois avant les Jeux. Ouais. C'est un peu ça de se dire, regarde, si je vais en ski au mois de décembre, qui est pratiquement 8 mois avant ma finale olympique, d'un sport que je fais depuis que j'ai 3 ans. Les chances que tu te casses une jambe sont faibles. Sans sauter des affaires qui n'ont pas de sens. Fait que c'est de le faire de façon intelligente. C'est les mêmes choses pour se dire, regarde, à soir, je vais aller au resto, puis peut-être au lieu de prendre une coupe de vin, ben, je vais en prendre 4 parce que ça me tente d'être entre mes chums. Ben, tu fais pas ça la semaine avant de prendre ton avion pour t'en aller à ta plus grosse course de l'année. Tu le fais peut-être quand tu viens de revenir, puis là, tu sais que tu vas être un mois à Québec. Fait que c'est un peu d'être intelligent dans sa gestion du temps, puis de se permettre ces moments-là pour, justement, quand tu arrives à être focus, ben tu te dis, gars, j'ai pris le temps de le faire quand c'était le moment, puis là, ben c'est le temps d'être focus à 100%, puis j'ai pas l'impression de me priver parce que je me suis permis ces choses-là quand c'était intelligent de le faire. Là. Ouais. Ouais, tout à fait. Je suis 100% d'accord. Puis c'est un apprentissage que moi, je continue à faire au quotidien, là, d'essayer de remettre les choses en perspective parce que de toute façon, toutes mes meilleures performances post-carrière, là, mettons, parce que, disons, post-carrière de nageur, toutes mes meilleures performances, même quand je nageais, là, moi, je me rappelle, il y a une année que c'était ma 3e année à l'université, 3e année universitaire. Il y avait un camp d'entraînement au Mexique, puis ça me tentait plus, honnêtement, ça me tentait plus de nager rendu là. J'étais vraiment rendu comme burnt out, là. J'étais au bout. Sauf que j'aimais encore l'équipe, j'aimais encore comme tout le monde. Mais à place d'aller au camp d'entraînement au Mexique, j'étais allé dans un tout inclus avec des c'était une amie qu'on avait qui était en médecine, qui organisait un voyage avec des gens en médecine. OK. Puis elle avait besoin de 2 personnes de plus pour avoir un rabais sur un discount sur le groupe, genre. Fait que j'étais allé là. J'ai nagé dans la piscine du tout inclus à la place du camp d'entraînement au Mexique. Je suis revenu pour les U-Sport 1 mois après. Puis j'ai fait mes meilleurs temps au U-Sport. Fait que, même quand que je nageais à l'époque, mes meilleures performances, c'était quand j'étais plus loose un peu. Peut-être que je dis pas que j'aurais été moins bon si j'étais allé au Mexique pour un camp d'entraînement, mais comme t'enlèves une couche de pression, on dirait quand tu relativises, tu remets en perspective un peu les affaires. Là. Puis des fois, je pense que c'est aussi important de continuer à faire la base. Là. Des fois, il y en a qui se disent, OK, je vais vivre comme un moine, je vais rien faire, mais après ça, la nutrition n'est pas optimale. Il va manquer de carbs dans leur repas. Fait que c'est de se dire, gars, qu'est-ce que tu fais dans la base de ta pyramide avant d'optimiser des choses qui oui, c'est sûr qu'ils font une différence, mais qui peut-être t'amènent pas une bonne équilibre. Fait que c'est un peu de voir c'est où que je peux optimiser des trucs. Là. Ouais. Puis après ça, c'est probablement que le meilleur athlète, c'est celui qui fait tout à 100%, qui dort 9 heures par nuit, qui mange tout, qui sort jamais. Mais combien de temps il va être capable de faire ça? Ouais, puis si tu lances une poignée d'athlètes contre le mur, il y en a juste un qui colle. C'est ça. Avec cette méthode-là. Là. Mais ça fait des fois les meilleurs au monde de l'histoire. C'est mais ça. Ouais. Donc, quand tu fais la sélection olympique, là, on se rend au jeu. Fait que là, tu sais, Marc, que t'as la finale peut-être espérée du docu. Puis
tu décides d'y aller, est-ce que à ce moment-là, quand tu es au jeu, puis là, on a expliqué un peu les droits avec Radio-Can et tout, là, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, je l'ai la fin de mon docu, mettons? Ben, Ou tu cherches autre chose encore, tu cherches une finalité? Là? Ben même là, je pense que je savais pas si ça allait être quoi la fin, puis je savais pas si ça allait être quoi le résultat, tu sais. Ouais. Mais pour l'anecdote, on n'a pas booké les billets pour les jeux comme après la sélection. Nous, ça s'est passé même avant qu'on discute du docu. Ça s'est passé. Ouais, parce que j'imagine que c'est tough de prendre des billets dernière minute pour Paris. Là. Je pense qu'on a acheté nos billets pour la qualif en avril 2023 ou mars-avril 2023. T'sais. Fait que c'était quand même un gamble, mais genre la meilleure que les. Tu sais, ça marche avec une loterie pour que tu aies le droit d'acheter. Puis là, on était comme, les odds sont bons, là, tu sais, quand même, que JS se rende là. Fait que, on était genre, peut-être que ça serait une bonne idée d'y aller. Puis, tu sais, comme je disais plus tôt, on le disait à la blague au secondaire, JS va aller aux Olympiques. Un jour, nous, on le savait, tu sais. On était comme, on s'est rassemblé 12 personnes, puis on a acheté nos 12 amis du secondaire, puis on a tout acheté des billets pour les JO à ce moment-là. Puis là, tu sais, le temps s'est écoulé, puis là, JS s'est qualifié. Fait que, tu sais, il y avait une partie, genre, oui, pour le film. Il y a une partie de, genre, juste Marc Ami qui avait le goût d'aller à Paris, chiller avec ses amis dans une maison pendant une semaine, puis d'aller voir son meilleur pote au Stade de France racer. Quand même nice. Fait que, puis, ouais, je savais, même en revenant de Paris, j'étais comme, tu sais, c'est quoi l'aboutissement de tout ça, tu sais, puis on a même reparlé après, puis c'est peut-être un peu là que la fin s'est dessinée. Je sais pas si on va y voir des divulgateurs. Donc, on n'est pas obligé d'en parler, mais tu peux m'en parler flou. Là, les gens ils vont voir. Là. Mais tu sais, je pense que la fin, c'est de revenir à la base. C'est comme faire ce qui compte vraiment, le faire dans le plaisir, comme on disait. Je pense que ça revenait à ça. Au-delà des performances, il y a la vraie vie qui est comme qui mérite d'être vécue et de profiter. Fait que je pense que c'était ça. Je pense qu'avant la fin des Jeux, l'expérience qu'on a vécue, je le dis souvent, mais sûrement que le seul truc qui va battre les Jeux olympiques dans ma vie, c'est mon mariage, de comme en termes d'euphorie puis de... Non, je vais faire en sorte que ça le batte. ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'était dingue, là. On avait un ami, on était assis, il était à 160 BPM, assis dans le Stade de France. C'était fou, genre la pression, l'euphorie. Il va mourir sur la semaine. C'est pas bon, là. 160 BPM assis, man. Il y a peut-être de quoi sous-jacent. Là. Le médecin pourrait peut-être nous dire quelque chose. Mais pour elle, c'était tellement stressant. Je pense que j'ai jamais été autant... Puis tu sais, on était stressés pour rien. Là, au final, JS, t'es au jeu, t'as accompli. C'est fait, là. Genre, mettons, rares en crise sont les gens qui ont à être stressés d'une performance rendue au jeu. Là, on s'entend que ceux qui veulent... médaillé au jeu, c'est comme une coche en haut en plus, là, parce que finaliste au jeu, c'est absolument insane. Ouais, eux qui sont assurés, là, qui peuvent vivre quasiment l'opposé, ceux qui sont assurés d'une médaille d'or, mettons, mais ils peuvent perdre leur titre ou quelque chose, ils ont quasiment plus de pression. Ben oui, exact. Mais... Une fois que tu es au jeu, puis l'objectif, c'est de te rendre au jeu, c'est du gravy, là, je pense, c'est du bonus après. Là, mais je pense que c'était l'effet de groupe un peu aussi, là, t'es comme... T'sais, on était juste trop hype, là, on dirait. Là. On était juste là, puis on attendait. On est comme arrivé une première journée à Paris. Puis là, c'était comme l'acclimatation, comme au training camp sur Paris, aller goûter les baguettes, faire l'apéro. Puis là, après ça, le lendemain, c'est comme t'attends toute la journée pour une course à 4 heures. L'après-midi, t'es 12 adultes dans une maison. Tout le monde a genre des jobs, on se voit pas souvent. Ouais. Là, t'es comme, on est rassemblés. Aujourd'hui, on est comme, on attend pour aller voir notre meilleur ami, genre aux Olympiques, puis c'est à 16 heures. Là, on est jet lag, on se réveille, tout le monde est réveillé tôt. Puis là, il y avait la course de Tom, je pense, le matin. Fait que là, on était genre... Déjà, le hype olympique se fait sentir. L'après-midi, on se déguise, genre. Fait que... ouais, je pense que c'était vraiment un moment... tu sais, on l'a vraiment pas vécu de la même manière aussi. Ben je non, pense que pas, je pense que c'est ça qui est drôle à raconter. Puis on se raconte nos versions de comment on a vécu les choses. Mais... ouais, je pense que c'était un moment grandiose. Ça va être difficile à côté. Là, le setup était insane. Là. Quelque chose que vous avez pas mis dans le docu... là, faut pas que je me trompe, mais il y a eu du drama au préliminaire, non? Au prélim du 3000? Non, ça, c'est au mondiaux. Au 5000, il y en a eu. Tom, il était dans le drama. Tu sais, Tom, il y a eu plein de monde qui sont tombés. Ah, OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK, c'est Tom. Puis après c'est ça, JS, cet été, lui, il est tombé, puis il s'est fait... tu t'es fait comme... c'est quoi le terme? Ouais. Ah oui, OK, c'est ça. C'est au mondiaux cette année. OK, c'est ça. Ouais, désolé, on n'était pas assez rapide dans le montage du film. Il y a eu JS. Il y a eu une année complète depuis ça. Là, ouais. Moi, ce que je trouvais crissement intéressant de ce docu-là, c'est qu'au Québec, il y a beaucoup de
je peux me prendre moi comme exemple là, de runfluencer ou de créateurs de contenu de sport. Là, on pense à maintenant Jay du Temple, entre autres. On pense à plein d'autres mondes qui font des docus de leurs performances, mais c'est souvent, en fait, toujours au Québec, des athlètes qui font ça vraiment amateur, des créateurs de contenu qui font ça vraiment de façon amateur. Puis là, on ouvrait le capot en dessous d'un athlète pro, d'un athlète qui fait ça pour de vrai à des niveaux olympiques. Puis ça, au Québec, il l'a pas. Il manquait cette affaire-là. Fait que est-ce que ce docu-là, c'est comme le début de quelque chose qu'on pourrait peut-être s'attendre à voir d'autres follow-up, d'autres projets autour de ta carrière, JS? Tu veux y aller? Ben, peut-être que, je sais pas, la question qui peut l'apprendre, là, mais... Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant qu'on parle de ça parce que c'est très d'actualité, là, autant dans le monde de la course que dans le monde des commanditaires puis dans le monde de comment nous, on finance nos carrières. Là, autrefois, ça passait beaucoup par les performances des commanditaires. Puis ta job, c'était de courir. Tu faisais une finale olympique, tu avais un plus gros contrat. Tu faisais 8-15, ben, tu avais un plus gros contrat qu'un gars qui court 8-20. C'était basic de même. Mais maintenant, il y a tout un aspect de visibilité à travers les réseaux sociaux. Il y a tout un aspect de justement comment tu es capable de te vendre pour que ton image soit rentable pour les entreprises. Puis je pense que de naviguer là-dedans comme athlète, c'est quand même un bon contrat là, parce que d'un point de vue, je pense que d'avoir des gens qui font ça comme des runfluencers, c'est super pour le sport. C'est top, ça met ça out there, ça montre... comment que ça peut être cool, justement, de faire la course. Ça, c'est pas un test bip-bip comme on faisait au secondaire. C'est trippant. Fait que ça, je pense que super du positif à travers ça. Mais après ça, nous, comme athlètes, ça reste que notre job, c'est de s'entraîner puis de performer. C'est pas de faire des vidéos, c'est pas de faire des posts à chaque jour pour essayer de comprendre l'algorithme Instagram pour avoir des views, des followers puis tout ça. Fait que des fois, je dirais pas de se battre, mais d'évoluer dans le même game que ces gens-là, ça rend ça difficile dans un monde où le financement va être un peu divisé là, à travers ces personnes-là. Puis, tu sais, moi, je me plains vraiment pas. J'ai la chance d'avoir autant des commanditaires, des supports privés qui m'aident justement dans ma carrière. Puis, j'ai pas ce problème-là. Mais je trouve que c'est un monde qui est tough à naviguer. Puis, on a souvent eu la discussion, Marc et moi, je pense, pendant cette année-là, que Marc, ben lui, venant du milieu justement de la pub, de la communication, voulait axer crime. Tu sais, embarque dans cette game-là. Tu sais, fait de l'influence. C'est comme ça qu'on va aller get un crowd. C'est ça qui est tendance. Puis moi, de mon aspect plus d'athlète professionnel, ben je voulais pas tomber dans cette game-là. Je voulais rester justement pertinent, rester que moi, ben oui, j'aime ça présenter le sport, mais mon but, moi, dans la vie, c'est d'un jour de faire un top 5 aux mondiaux puis de faire le record canadien. Puis ça, ben que j'aille 20 000 abonnés ou que j'en aille 200, ben c'est ça que je veux faire. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose d'important de transmettre le sport, mais moi, ça reste que mes priorités sont dans le temps que je vais faire puis dans la performance que je vais faire. Puis j'essaye d'amener les gens qui veulent me supporter à supporter ça plus que justement l'image que je vais transmettre, mais en sachant que quand même le financement vient de ça. Là, parce que si moi, mettons, je prends je prends l'envers de la médaille en tant que brand, mettons, parce que moi, c'est un peu ma réalité. Là, moi, je vois deux choses. Je vois deux types d'athlètes que je pourrais commanditer. Le premier, c'est un athlète élite qui performe à des très, très hauts niveaux, comme toi, par exemple, qui a une chance que les gens voient que tu es associé à mon brand, même si toi, tu n'as pas la tribune, mais là, je te dis toi, là, mais même si l'athlète n'a pas la tribune la plus grande, ou bien quelqu'un qui a développé une communauté puis qui va pouvoir parler à sa communauté. C'est vraiment les deux affaires. Sauf que on dirait que j'aurais envie d'avoir un hybride des deux. J'aurais envie d'avoir quelqu'un qui fait... Tu sais, moi, mettons, là, en tant qu'athlète amateur qui est crissement intéressé à la performance de haut niveau, il n'y a rien qui me fait plus triper que regarder les vlogs de Jacob Ingebrigtsen qui, lui,
parle de, mettons, le training qu'il vient de faire, parle de son retour de blessure, puis il y a quelqu'un qui le suit, fait que c'est une vidéo de qualité que lui, il est pas dans son salon à faire le montage, là, c'est pas lui qui s'occupe de ça, mais en même temps, tu suis le haut niveau, tu sais. Puis il y a quelque chose de vraiment fascinant à suivre le haut niveau qui, moi, personnellement, m'intéresse crissement. Genre, même si je serai jamais de ce niveau-là, je suis intéressé de savoir c'est quoi un double threshold norvégien, genre, par le meilleur au monde. Genre, ça m'intéresse de checker ça, tu sais. Puis je suis sûr que ça intéresse carrément du monde. Le nombre de personnes qui écoutent les coins du geek, où est-ce qu'on deep dive une étude, ça veut dire que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ça intéresse vraiment beaucoup. Fait que je trouve que l'hybride... Et on dirait qu'il y a cette place-là qui est à saisir là, dans l'écosystème québécois. On dirait que. Puis ce que tu dis, de dire, moi, je veux me concentrer sur la performance, puis la création de contenu, tu sais, je m'en mêle pas trop. On dirait qu'il faudrait que cette frontière-là, cette barrière-là soit brisée. Ouais. Ou est-ce qu'il n'y a plus de genre. Il n'y a plus de. Lui, il est un créateur de contenu. Moi, je veux pas être créateur de contenu. C'est comme, ben, toi, sois-le pas, mais. Ton ami qui a une business dans la création de contenu, lui, il pourrait l'être, tu sais. Puis, mettons, je pense à... Puis là, évidemment, les ressources sont pas infinies, puis il y a des coûts à tout, là, tu sais. Puis je sais pas comment vous avez financé probablement à votre bras ce docu-là, mais... Mettons qu'on prend l'exemple du triathlète Lionel Sanders, par exemple, là, que tu as son gars de vidéo. Puis son gars de vidéo, tous les revenus générés par les vidéos qu'il fait, c'est lui qui les a. Là. Il finance son truc. Puis de l'autre côté, ben, ça fait que Lionel Sanders, pour ses entreprises qui le commanditent, ben là, lui, sa valeur vaut pas mal plus parce que, justement, il y a cette tribune-là, tu sais. Fait que c'est ça, je vous lance un petit peu, je sais pas qui veut prendre la balle sur cette vision-là, là, de peut-être comment financer une carrière sur le long terme, parce que je le sais, je l'ai fait, le sport amateur au Québec, même si tu vas aux Olympiques, tu roules pas sur l'or, là, man. Puis si tu sors de ta carrière avec pas de dette, t'es parmi les chanceux, là, tu sais. Ben, tu peux peut-être y aller, ouais. Peut-être branding, là, monétaire. Ouais. Ben, tu sais, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le premier étant, on est au Québec, là, je pense qu'on entend souvent, mais comme les marques, quand ils investissent, soit en un athlète ou soit en de la création de contenu ou un hybride des deux, reste que tu peux juste aller chercher environ 8 millions de gens, puis là-dessus, il y en a combien qui courent ou qui vont acheter des souliers de race. Ouais. Au final, Sauf si tu es une marque québécoise, ça devient crissement intéressant de parler juste aux Québécois, là, tu sais. Mais tu sais, ça a une valeur de plus. Faire un projet comme celui-là, ça nécessite beaucoup de voyages. Fait que tu sais, les coûts, ils montent vite. Puis tu sais, comparé à Inga Brixen qui parle en anglais, tu sais, puis qu'il n'y a pas cet enjeu-là de la langue qu'on a au Québec, ça s'adresse à pas mal plus de monde que moi puis JS, tu sais. Ouais. Je pense aussi au Québec, il y a quand même... Mais tu sais, juste pour une mini parenthèse là-dessus, pour encore prendre l'exemple de mon brand, pour un brand comme Upika, qui est un brand québécois, pour l'instant, on parle pas en anglais encore. Moi, commencer à payer un influenceur anglophone, alors que, mettons, son reach, il doit avoir 95% de son reach qui peuvent même pas se procurer mon produit. Fait que moi, je paye 100% du prix pour 5% de la crowd. Je préfère bien plus payer 50% du prix pour 100% de la crowd, là, tu sais. Fait que les budgets, c'est pas les mêmes, c'est pas des budgets énormes, comme quelqu'un comme Inga Brixen, par exemple, sauf que ça reste qu'étant donné que c'est une crowd qui est crissement target, ça devient intéressant quand même, parce que tu parles directement. Je sais qu'il n'y a pas combien il y a de coureurs au Québec, je sais pas il y en a combien, mais je veux parler à tous ceux-là, là, individuellement, à chacun d'eux, là, tu sais. Continue, excuse-moi. Ouais, ben ce que j'allais compléter, c'était qu'au Québec, il y a beaucoup de brands qui sont... Tu sais, c'est quand même un nouveau médium, là, ce truc-là, d'avoir sa propre plateforme. Puis au Québec, il y a encore beaucoup d'argent investi dans le traditionnel. Ouais. Puis les marques sont peut-être un peu plus peureuses, je pense, de se mouiller. Je vais généraliser, là, c'est pas toutes les marques. Il y a vraiment des marques qui sont game. Puis justement, je pense qu'ils tirent leur épingle du jeu. Puis nous, on le voit là, chez Galerie, là, on fait ça du contenu pour les médias sociaux. Puis il y a vraiment genre des marques de tout type. Il y en a qui veulent rester full corpo, ils veulent même faire du trad, mais comme sur les réseaux sociaux. Ça, c'est peut-être moins notre genre. Nous, on est plus spécialisés dans comme justement les trucs plus champ gauche comme ce projet-là. Puis les liés à des marques. Fait que je pense que c'est un peu ce cumulatif de facteurs-là. Puis après, il y a comme ça revient à l'argent, là, je pense. Puis le temps disponible, l'engagement de l'athlète, le déplacement, il y a tellement de facteurs, mais je pense que, JS, il dit qu'il n'est pas un créateur de contenu, mais il fait le contenu à sa manière. Je pense qu'il n'en fait pas à chaque jour, mais le contenu qui sort
et de qualité. Puis parmi ceux qui en font le plus, là. Ouais, dans les athlètes pro, t'es dans ceux qui en font le plus, mais tu sais, c'est pas des trends ou Ouais. c'est vraiment du Jean Simon, je pense. Ouais, mais c'est ça que tu veux de l'authenticité aussi, là, ouais. Ouais. Toi, tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Tu sais, là, je pense qu'on parle de cette espèce d'hybride-là, là, tu sais, d'athlètes, créateurs de contenu, puis tu sais, moi, je me considère vraiment que c'est un peu là que je voudrais me situer, tu sais, puis peut-être... Oh. Pardon. Peut-être plus côté athlète que créateur de contenu, assurément. Puis après ça, je trouve que la pertinence reste que l'association avec les marques se fait vraiment à travers l'athlète puis l'histoire plus qu'à travers une publicité déguisée. Moi, je trouve que c'est vraiment là que ma valeur est de dire, là, par exemple, là, j'ai un commanditaire de lunettes Spec Optique là, qui me fournissent des produits vraiment top, puis qui vont... Ben, je vais pas commencer à dire, là, regardez, telle lentille fait ça, malgré que c'est le cas. Moi, comment je veux promouvoir le produit, c'est de... je le porte, je le mets à l'entraînement, puis il est à l'épreuve de tout. Fait que c'est d'un peu de cette façon-là que je veux avoir ça. Alors que du côté plus influenceur, ça va être genre, on fait un unboxing de mes lunettes, puis blablabla. Fait que ça, c'est comme quelque chose que je veux comme pas aller toucher, malgré que ça serait peut-être une mine d'or à aller exploiter. Mais en même temps, je veux dire, l'intérêt de te suivre toi, c'est pas toi qui fais un unboxing. L'intérêt de te suivre toi, c'est de voir tes trainings, c'est de voir, de voir de la performance, de voir... Je suis d'accord que si tu te mettais à faire un unboxing, ça serait peut-être moins pertinent. Voilà. Fait que, est-ce que... Ah, vas-y. Je pense que les brands gagnent vraiment à embarquer dans cette game-là organique, 100%, de pas genre faire de la publicité forcée. Là, moi, la dernière chose que je veux, c'est que quelqu'un montre mes produits. Je veux juste que la personne fasse un training, puis que dans son training, elle amener un scoop de mon affaire, puis genre that's it, là, tu sais. Mais au Québec, on est encore dans la vente, pour que ça soit considéré comme un ROI, il faut qu'il y ait genre un argument de vente dans le script ou genre... Pour des brands plus traditionnels, ouais. Ouais, exact. Mieux établis aussi, parce que, même si les directeurs marketing ils ont toutes les meilleures idées du monde, il y a quelqu'un en haut qui veut voir son logo dans une affaire, là, tu sais. Ouais, puis même, genre, il veut... nous, on dirait qu'on se fait de plus en plus demander, de comme, hey, je veux avoir combien de paires de lunettes cette vidéo-là va m'avoir rapporté, tu sais. Puis dans un documentaire comme JS, c'est évident que ça rapporte des paires de lunettes, des souliers New Balance puis des camisoles, il n'y a aucun doute là-dessus, mais de le quantifier... C'est impossible. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que... Mais au final, il y a un ROI, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est juste que c'est pas un lien que tu cliques genre d'un produit sur un fond blanc sur Marketplace. Enfin, pas un Facebook. Désolé, je suis pas dans... Mais fait que y a-tu une suite à ce docu-là? Y a-tu comme quelque chose que vous voulez... Là, je vais faire la joke, ça fait 15 fois que je fais, mais comme pas 2-2 peut-être. Comme pas 2-2. Mais une suite, je te laisse Jean la parole. Ben, je pense que, tu sais, à travers le docu, il y a aussi, tu sais, on s'est lancé dans la publication, justement, de contenu, de Reel, puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire, là, peut-être, à travers les prochaines années, tu sais, continuer à montrer c'est quoi ce sport-là, puis comment on peut triper à travers ça, puis on dirait la discussion qu'on a aujourd'hui me craint encore plus à le faire. Là. Fait que peut-être qu'on va sortir d'ici puis on va avoir le goût de faire encore plus de Reel. Puis après ça, il y a toujours l'aspect temps, l'aspect monétaire. T'sais, on pense que les créateurs de contenu, ils font ça de leur salon, mais ils travaillent 8-9 heures par jour à planifier leurs affaires puis tout là, c'est une job comme une autre là, en soi là, fait que tu fais pas c'est pas genre je fais un post Instagram puis j'encaisse de l'argent là, c'est vraiment pas ça, fait que tu sais de trouver un peu une méthode qui nous permet de le faire, fait que ça c'est sûr qu'on aimerait ça continuer à justement engager puis montrer ce sport-là. Puis après ça, est-ce qu'on va faire un deuxième projet? Ben c'est sûr que moi, mon but, c'est d'aller aux Jeux olympiques de 2028. Mon but, c'est de commencer ma résidence en médecine. Fait que l'histoire continue à s'écrire. Je pense que le défi, si on fait un autre projet de cette envergure-là, ça va être de se renouveler, de rester pertinent. Ouais. Mais on en parlait justement hier là, quand j'étais allé au bureau avec Marc-Alex, que je pense que la vie continue à évoluer, puis il y aura... On va trouver une façon de montrer quelque chose qui, je pense, va encore mériter d'être connu. Puis peut-être qu'on va se rasseoir, puis on va avoir réfléchi, mais là, on n'a rien de prévu encore pour l'instant. Cool. Mm-hmm. Je vais suivre ça avec attention, les boys.
Merci beaucoup de votre temps. Puis j'invite tout le monde à aller écouter Comme pas deux sur YouTube. C'est vraiment de la bombe. Félicitations. J'ai adoré ça. Merci de nous avoir reçus. C'était vraiment cool. Yes. La deuxième fois sera la bonne. La deuxième fois sera la bonne. Celle-là, on l'a. Merci Celle-là, je le beaucoup. jette pas. Salut, man.